Saint-Léger-du-Bois a eu la particularité de changer souvent de nom dans son histoire. Tour à tour Saint-Pierre, Saint-Ligier-du-Bois, Bois-Nègre pendant la Révolution française. Saint-Léger tient son nom de sa situation géographique. Elle était autrefois située en pleine forêt. Courtépée relève qu'il y avait là 2 églises, l'une consacrée à Saint-Pierre qui a pu donner son nom au village à une certaine période, l'autre à Saint-Léger où étaient les moines qui étaient devenus l'église paroissiale. L'église de Saint-Pierre, désaffectée, a servi de carrière pour la construction du pont sur la Drée, lequel, trop étroit, sera démoli et reconstruit en 1931. La recherche de feu de 1475 dénombre, sous le contrôle d'Étienne Marelli, vicaire, environ 110 habitants serfs à Saint-Ligier. Au Grand Maulois, 12 foyers, à Laly, 10 foyers, au Petit Maulois, 9 foyers, à Noiron, 7 foyers, à Champsigny, 9 foyers, à Régny, 5 foyers, à Champécuillon, 4 foyers. En 1645, la terre de Saint-Léger appartient au petit-fils du président Jeannin, marquis de Monjeu. Le rapport de l'époque décrit ainsi les lieux. Saint-Léger est assis en un bas où il y a une rivière, près, et le fond est assez bon pour semer toute graine. Étienne Billard et Nicolas Vieillard sont échevins et collecteurs de taille. Il y a 60 habitants imposés, dont 3 veuves et 3 charrues. Jean Berthaud, amodiateur, qui a 2 charrues à lui et 2 métayers, lequel ne paie la taille qu'à discrétion, quoiqu'il puisse porter plus que les 3 laboureurs dudit Saint-Léger. Ils sont mainmortables et ont assez d'amples communaux et champois, ne doivent rien, ont eu la compagnie de gendarmes de Monseigneur le Prince qui a logé 2 jours, ont eu leur blé gelé au bas, comme aussi leur vigne. Saint-Léger-du-Bois dépendait de la paroisse de Lailly, qui était le fief dominant, dont dépendaient également Chanzigny et Champécuillon. Ces seigneuries ont eu une importance historique fondamentale dans le paysage léo-des-Gardiens. Lailly tout d'abord. Le nom de Lailly, qu'on écrit aujourd'hui Lailly, vient de Laeliacum Villa de Laelius. La voie romaine passe à proximité immédiate d'une maison forte qui faisait partie du domaine des évêques d'Autun. Au XIIIe siècle, l'évêché a inféodé cette seigneurie à un laïc et en 1389, Guillaume, seigneur de Lailly, assigne une rente de 2 livres tournois et 2 setiers de froment à sa terre de Lailly, pour l'abbaye de Saint-Martin d'Autun. La visite de feu de 1475 recense à Lailly une forteresse et 10 feux serfs. Les sujets de la seigneurie sont donc mainmortables. La main morte est l'héritage d'un droit féodal, en vertu duquel les serfs étaient privés de disposer de leurs biens. Lorsqu'ils n'avaient pas d'enfants, c'est le seigneur qui en héritait. Courtépée précise qu'en 1487, le seigneur de Lailly accorde aux habitants le droit de champoyer sur le finage et en 1492, le droit à ceux du Grand Maulois de pêcher et faire rouir le chanvre dans la rivière la Canche. En 1521, sous le règne de François Ier, la seigneurie de Lailly est achetée par Denis Poyot, docteur ès-droit, conseiller du roi en ses grands conseils et parlements de Bourgogne, seigneur de Centenay. Il va reconstituer le fief en rachetant Essertène, village, terres et seigneuries. Personnage influent proche du pouvoir royal, ayant à disposition d'excellents sculpteurs, il va introduire à Autun le style Renaissance, concrétisé par la chapelle de Notre-Dame du Châtel d'Autun. Les fenêtres Renaissance et les communs du château de Lailly sont probablement de sa gouvernance. Denis Poyot avait épousé Jeanne de Musset, grand-tante du poète Alfred de Musset. Il décède à Paris en décembre 1534. Sa petite-fille, Jeanne Clutin, épouse noble seigneur Géant de la Palue, Escuyer, seigneur de Meilly, de Bouligneux, chevalier.
Ce dernier fut élu de la noblesse de Bourgogne et pendant un siècle, les seigneuries de Meilly et Leilly restèrent dans les mêmes mains. En 1722, la seigneurie devient propriété des neveux Roussel de Médavy qui firent construire le pont de Lailly. En 1755, Jean-Baptiste de Mac-Mahon, écuyer à Autun, prend possession des terres de Lailly et certaines, Grand-Molois et Veuvrailles, pour la somme de 39 773 livres. Lailly va rester propriété de la famille Mac-Mahon par une suite de successions jusqu'en 1893, date à laquelle le capitaine de Mac-Mahon vendait à monsieur Antonin Griot les terres de Lailly, le château, granges et moulins. Marie Griot, épouse de Louis Perrault de Nolay, va céder la propriété à monsieur Bacot, actuel propriétaire, lequel s'active à redonner son lustre au château. Quant à Chansigny, ce fief est présent dans les textes dès 1621, la seigneurie de Chansigny appartient au XIVe et XVe à la famille de Chansigny. Mais il ne faut pas croire que l'histoire de cette seigneurie est un long fleuve tranquille. Le lundi, après l'octave de l'Assomption 1339, en présence de témoins, intervient un traité de pardon et paix entre Perrin, autrefois fils de Robert de Chansigny, Damoiseau, et autrefois frère germain de Philippe de Chansigny, Damoiseau défunt, Guillaume et Perronet, ses frères, d'une part, Baudouin de Vergoncet, Damoiseau pour lui, et Poncet et Robert, ses frères, d'autre part, pour ce qu'il supposait que Philippe de Chansigny avait été tué par les dits frères Vergoncet, et que Jean Vergoncet, frère défunt des dits Baudouin, Poncet et Robert, avait été tué par le dit Philippe. La justice expéditive de l'époque rendait difficile le travail de négociateur. La dague et l'épée passaient avant la plume et le sceau. La recherche de feu du bailliage d'Autun de 1475 recense à Chansigny, dans sa paroisse de Saint-Léger-du-Bois, 9 feux serres, alors sans forteresse. À la fin du XVe siècle, Chansigny appartient à la famille de Bournonville, et particulièrement à Géant de Bournonville, écuyer, seigneur du lieu. Un registre des jours de la justice de Chansigny laisse entendre que c'est sous son action, vers 1525, que fut édifié l'actuel château. La porte forte du pont-levis et la petite porte à pilastres cannelés, ainsi que l'entablement de la tour escalier, sont de bon style Renaissance. Il semble que ce soit l'œuvre de l'architecte qui a travaillé pour Denis Poyot à Lailly dans la même période. Anne-Jeanne de Rouvray, épouse de messire Louis de Pernes, comte d'Épinac, entre en possession du fief en 1697. Pierre de Moret, conseiller aumônier du roi, prieur de Mèvres, acquiert par décret les terres de Chansigny et Champécueillon. La seigneurie de Chansigny intègre alors les importantes propriétés de la famille Moret. Très fortunée, cette famille aura une implantation locale immense. De Pierre à Claude, receveur des décimes autunois en 1736, qui prendra le titre de Claude de Moret de Chansigny, puis marquis de Viange, après l'érection en marquisat de Viange-Sully, c'est enfin messire Lazare de Moret, gouverneur de Vézelay, qui va cumuler l'ensemble des terres de ses frères et des titres qui leur sont attachés. La famille possède les terres de Manlay, Igornay, Chansigny, Champécueillon et Sully. Lazare avait épousé à 68 ans sa jeune cousine Charlotte Lebelin, qui va hériter de l'ensemble des propriétés. Par son mariage avec le docteur Jean-Baptiste Mac-Mahon, médecin de la famille et très proche de celle-ci, les propriétés Moret vont entrer dans ce qui va devenir la dynastie Mac-Mahon en 1754.
En 1803, c'est Maurice François et en 1831, Edmé Patrice Maurice de Mac-Mahon, futur maréchal de France, duc de Magenta et président de la République, qui va résider au château de Chansigny. Il fit à cette occasion ériger une croix en pierre au carrefour des chemins de Lailly et Chansigny, sur le socle de laquelle il fit graver ces mots « Erexit Christo, Mac-Mahon, Dux Magenta, 1859 ». Patrice, son fils, général et second duc de Magenta, hérite des propriétés qu'il cède à son fils Maurice Marie. Patrice de Mac-Mahon avait épousé la princesse, son Altesse royale Marguerite d'Orléans, qui lui a donné 4 enfants, 2 fils et 2 filles, dont Maurice Marie marquis de Mac-Mahon et 3e duc de Magenta, qui va hériter de Chansigny. Aujourd'hui, c'est la petite-fille de Maurice de Mac-Mahon, Madame Marc Le Tanneur, qui est propriétaire du château. Les armes de son ancêtre, épouse du maréchal, Élisabeth de la Croix-Castres, figurent au fronton de la porterie. S'ils furent de moindre importance, les fiefs de Rigny et de Champécullon furent tous deux impliqués au XVIe siècle dans les bouleversements provoqués par les guerres de religion. Ainsi, le fief de Rigny appartenait à la famille de Voyaux, famille protestante qui va conserver ses propriétés durant près d'un siècle malgré les saccages perpétrés par les belligérants. François Guiton de Rigny, nouveau propriétaire, va transformer l'ancienne demeure seigneuriale et adjoindre une maison bourgeoise. Il va impulser l'artisanat de la taille de pierre de grès sur le village. Les carrières, nombreuses sur la commune, nécessitaient une main-d'œuvre importante. On vit ainsi arriver au village des carriers de la Creuse par famille entière. Le château de Champécullon n'eut pas la même destinée. Le fief dépendait de la seigneurie de Lailly, dont Jacques de Bretagne, protestant local très actif, était propriétaire. Mayenne, gouverneur de Bourgogne, frère d'Henri de Guise à l'origine de la Ligue et bras armé de la Saint-Barthélemy, ordonna la destruction du château, tours, flancs et forteresses en 1593, de peur que l'ennemi protestant ne s'en pût prévaloir. Seules demeurent aujourd'hui les quelques fondations de la base de l'une des tours. C'est bien sûr l'exploitation des schistes bitumineux qui entraîna au XIXe siècle une intense activité industrielle sur la commune. Entre-temps, les cahiers de doléances avaient dénoncé les conditions de vie des habitants. Il règne tant de misère dans cette communauté que leur soupe ordinaire est une soupe à l'huile, avec du pain de seigle dont le son n'est pas séparé de la farine. Et leur soupe, dans la bouillie d'orge et de turquie, est presque toujours sans sel, parce qu'il est trop cher. Ce sont toutes ces charges qui font qu'on voit dans les maisons de campagne mauvais linge, mauvais lit, haillons et dans plusieurs, peu de pain. Les délégués à l'Assemblée constituante étaient Jean Méraud, laboureur, et Nicolas Fichot, marchand. L'industrie schistière qui débouche sur la fabrication d'huile va démarrer dans la région d'Autun en 1841. La concession de Saint-Léger-du-Bois fut attribuée en 1846 à M. Montmorency et de Boissy. Elle avait une superficie de 515 hectares et comprenait Sully. L'exploitation avait lieu à ciel ouvert de Saint-Léger à Bouton et de Saint-Léger à Maulois. Une usine fut installée à proximité de l'extraction, permettant la commercialisation de 40 litres d'huile brute par mètre cube de schiste extrait. La première exploitation connue se fit sur le lieu dit le Champ-Boutenay. Le puits était peu profond, 17 mètres. Il sera actif jusqu'en 1861. Pour éviter le transport d'une matière première de faible valeur, la transformation du schiste en huile se faisait sur place dans des cornues. Ce fut le seul puits de schiste sur cette concession du Petit Maulois
qui va plutôt extraire du charbon sur les lieux du puits de la Butte qui descendait à 128 mètres et de la descendrie Guy Rouvet, laquelle servait à l'aération et à l'extraction. Car les puits du Petit Maulois étaient reliés. Le puits des Fourneaux sera foncé plus tardivement. Après le passage du col du Maulois, qui ouvre sur la vallée de la Canche, une exploitation charbon importante sera réalisée par les puits Laroux, Puy des Vèzes et des Barbottes. Le puits des Vèzes servira de station de pompage pour assainir les puits du Petit Maulois et des Barbottes. Des veines d'eau pouvaient se révéler dangereuses, ainsi 8 mineurs ont péri noyés dans le puits des Barbottes. Sur le flanc ouest du mont Frivaux, les veines de schiste ont été exploitées, au Chéniau, à partir d'un affleurement puis d'une descendrie. Une fabrique et distillerie sera construite à proximité en 1848. Le puits Saint-Georges sera foncé jusqu'à 180 mètres. Et, sur le col de Cram, le puits neuf sera exploité pour les schistes et pour le charbon. Une usine de purification est construite au Reuil-Tholard en 1862, laquelle sera active jusqu'en 1875. La richesse en matière schisteuse exploitable sera plus importante sur le mont Cram et son prolongement jusqu'à Muse. D'un côté, Champsigny sur le versant de l'Adré et de l'autre, Lailly sur le versant de la Canche. La concession de Lailly produisait en 1868 327 540 litres d'huile brute. L'usine moderne pour l'époque fut érigée sur le plateau de Champsigny. On utilisait les nouvelles cornues tournantes du système Malo. La concession de Lailly s'étendait sur 278 hectares. Elle avait été attribuée en 1864 à M. Quelin, banquier à Cambrai. L'exploitation, dirigée par un ingénieur des mines de Saint-Étienne, comprenait 15 mineurs, un chef mineur, un machiniste, un receveur et un cheval. La couche d'une puissance de 3,20 m n'était pas homogène.
La distillation, encore nue, se faisait dans l'usine de Champsigny. Ces activités vont cesser en 1889, car dès 1885, la nouvelle société des schistes bitumineux, englobant 10 concessions, permettait la rectification des huiles lourdes qui se faisait surtout dans l'usine de Saint-Léger au Fontenay, laquelle avait une capacité de traitement de 60 000 hectolitres par an. L'usine de rectification des Fontenay va traiter l'ensemble des huiles du bassin jusqu'à l'érection de l'ensemble industriel des Tello à Saint-Forgeau, qui prendra la relève en 1936. L'arrivée régulière en 1870 du pétrole américain va provoquer l'effondrement des cours et la fermeture des puits. En 1904, Saint-Léger, qui comptait 1015 habitants, employait encore 15 ouvriers dans les carrières de grès, qui constituaient la seconde richesse géologique de Saint-Léger. Le grès de Saint-Léger s'est formé dans les mêmes périodes que les schistes au Permien. Il est composé des sables déposés par les fleuves qui dévalaient des montagnes environnant le site de l'Autunien. Les compressions dues à l'empilement des strates de l'évolution géologique firent le reste. La tectonique a souvent fait voisiner les veines de schiste et de grès, ce qui explique les nombreuses carrières et chantiers carriers qui ont coexisté avec les mines. Ainsi, au Chéniot, puis à Rigny, qui disposait d'un grès très fin. C'est dans ce voisinage, sur le versant de la vallée de la Canche, que se trouve la carrière la plus ancienne, celle de Vergennes, dite des sarcophages. À demi noyé, ce lieu a été exploré par 2 spéléologues creusotins, Jean Morel et Marc Bachelet, lesquels découvrirent dans une vaste salle de 25 mètres de profondeur des empreintes au plafond de sarcophages, découpées selon la technique du prélèvement dégradé entre le 5e et 8e siècle. Pour les parties plus anciennes, elle était déjà exploitée à l'époque gallo-romaine. Saint-Léger produisait également des vins ordinaires, un peu durs, assez colorés durant 2 ou 3 ans, en particulier sur le mont Frivaux, 411 mètres d'altitude, lequel sépare les vallées de la Canche et de la Drée par 2 cols, Maulois et Crame. Le mont Frivaux, par ses vignes du passé, a abreuvé nos grands-pères léodégardiens de piquettes râpeuses, certes, mais qui les rendaient gaillards à la tâche. La petite vigne du Mathieu, qui subsiste toujours en Maulois, atteste de cette époque, car ici, la montagne qui montait, les puits de mine qui descendaient, le charbon qui poussiérait et le schiste qui bituminait, il faisait soif. Pas moins de 13 cafés assuraient cette lourde charge. La commune avait une importance qui lui permettait de concentrer une très grande activité dans les domaines du commerce et de l'artisanat. Ainsi, il y avait à Saint-Léger 2 hôtels, 13 aubergistes, un boucher, un boulanger, 4 épiciers, un tonnelier, Monsieur Piot, un marchand de tabac, un tailleur et un racotier, collecteur de produits fermiers, affineur de fromage et volailler ambulant. Les artisans étaient encore plus nombreux, 2 charpentiers, 3 charrons, 2 cordonniers, un ébéniste, 4 forgerons, 2 maçons, un menuisier, un meunier, 2 plâtriers, 4 sabotiers. La mode féminine s'invitait également dans l'artisanat local grâce à Madame Chauveau-Piot, couturière, et Madame Repiquet, la bien nommée modiste. L'église de Saint-Léger date du XIXe siècle. Elle fut reconstruite progressivement et en 5 étapes à partir de 1854 et avec les matériaux de l'ancienne chapelle. La façade, très majestueuse pour une église de campagne, ainsi que le clocher seront terminés en 1875. Elle abrite une statue en bois polychrome de saint Antoine datant du XVe siècle. La cloche qu'il porte rappelle, peut-être, celle qui pendait au cou des cochons antonins et servait aux moines à attirer la population dans les villes. On trouve également un Saint-Sébastien en bois polychrome du XVIIe siècle.
Le baptistère de l'époque romane, taillé et sculpté à partir d'un massif carré, a été classé au titre de monument historique en 1910. Aujourd'hui, Saint-Léger-du-Bois poursuit une activité agricole importante et compte 535 léodégardiens et léodégardiennes.